Bonjour, je suis Juliette Côté-Turcotte, puis aujourd'hui, je reçois Jonathan Durand-Folco à notre web-série sur les municipalités. Jonathan Durand-Folco est un auteur qui se spécialise, auteur, philosophe, il fait beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui s'intéresse à plusieurs sujets. Puis, moi, j'ai eu la chance de lire son livre qui est sorti, À nous la ville. C'est vraiment un livre qui m'a inspirée sur plein de choses, qui m'a aussi fait comprendre plusieurs choses par rapport à l'importance des municipalités. Donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir te recevoir avec nous aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter un peu plus en détail. Parfait. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Jonathan Durand-Folco. Je suis professeur à l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère, qui est située à l'Université de Saint-Paul à Ottawa. Donc, c'est une toute petite université de 1500 étudiants et étudiantes. Puis, je suis chercheur, je suis formé en philosophie à la base, mais ma thèse de doctorat portait sur la démocratie participative en milieu urbain. Donc, moi, je m'intéresse beaucoup à la ville, à la démocratie, à cette échelle de proximité qui permet de se réapproprier les espaces publics, de faire vivre la participation citoyenne, souvent qui est difficile à incarner à d'autres échelles de gouvernement. Donc, je m'intéresse à ce sujet au commun, à la transition écologique et à plein d'autres choses aussi. Je vais commencer par te poser une question qui va sembler peut-être facile, mais qu'est-ce que c'est pour toi une ville? Comment est-ce que tu décrirais le terme municipalité? En fait, se distingue par sa taille. Donc, souvent, c'est de grande taille, sa densité de population, puis la diversité des formes de vie, des usages des gens qui se concentrent dans ce genre d'espace. Donc, la ville, il y aurait beaucoup de choses à dire. Sinon, la municipalité, c'est une forme de gouvernement de proximité. Donc, c'est un peu la plus petite échelle où on peut participer à la vie publique parfois. On peut se prononcer sur différents enjeux qui touchent l'aménagement du territoire. Puis la municipalité, il y en a plein de sortes de différentes tailles. Toi, pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à la démocratie participative? Très bonne question. Je dirais, moi, j'ai commencé vraiment à m'intéresser de façon plus directe ou concrète à la démocratie. C'est devenu mon sujet de recherche, mais c'est par une expérience qui a eu lieu en 2011, en fait, lorsqu'il y a eu le mouvement Occupy. Donc, Occupy Wall Street aux États-Unis, mais qui est devenu un mouvement mondial. Et à l'époque, j'étais à Québec. Je commençais mes études de doctorat en philosophie. Puis là, je suis en train de me choisir un sujet de recherche. Je m'intéressais un peu à l'écologie, aux espaces ou des choses comme ça. Puis là, il y a eu cette mobilisation citoyenne, puis cette expérience brute de démocratie directe dans un espace public qu'on a occupé pendant un mois. Donc moi, j'étais étudiant à l'époque, j'étais chercheur, mais j'étais un peu militant, je m'impliquais dans ça, puis j'ai vraiment vu de mes yeux une expérience de démocratie directe, brute, où il y avait plein de gens qui débarquaient de n'importe où. C'était pas juste des jeunes, des vieux, des personnes éduquées, des personnes analphabètes, des gens de plein de milieux différents qui apprenaient à prendre des décisions ensemble. Puis ça a été vraiment une source d'inspiration parce qu'au même moment, je suivais un petit séminaire en philosophie sur la philosophie politique de la ville. Donc là, ce que je faisais, en gros, c'est que on réfléchissait à des textes sur c'est quoi la ville, c'est quoi le droit à la ville, c'est quoi l'espace public, comment on peut penser une citoyenneté urbaine. Puis ce que j'étais en train de lire dans les textes, je le voyais dans l'espace public, dans la lutte en cours. Puis là, je me suis dit, là, il y a des liens à faire entre la recherche puis l'action. Puis je me suis dit, il faut que je continue à creuser, en fait, ce sillon-là, comprendre ce qui se passe dans la démocratie. Puis la démocratie comme une forme de vie qui est incarnée dans des lieux concrets. Donc, c'est vraiment ça qui m'a vraiment été cette étincelle. Puis depuis, cette expérience d'occupation à Québec, Occupons Québec, a duré à peu près un mois de temps. Puis après ça, ça n'a pas duré. Pour différentes raisons, on s'est fait réprimer. La ville a envoyé les services de pompiers. Ils nous ont mis des bâtons dans les roues. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui peut faire durer la démocratie? Comment on pourrait instituer des nouvelles formes de démocratie participative et directe dans la ville pour vraiment être capable d'aller plus loin face au système représentatif dans lequel on vit, qui ne fait pas vraiment participer les gens. Donc, c'était vraiment cette expérience-là. Je dirais, 2011, je me suis dit, je veux travailler sur ça dans la vie. Puis, c'est à la fois un intérêt théorique, un intérêt politique, stratégique, pour faire une différence dans le monde aussi. En lisant ton livre, après ça, je me suis dit, à quoi ça sert de participer? Parce que je trouvais ça tellement inspirant, tellement le fun, mais je me suis dit, crème, à quoi ça sert de s'impliquer, puis de participer, puis d'essayer de trouver des alternatives si ça ne débouche pas, en fait? Oui. En fait, c'est une excellente question parce que moi, je suis pour la démocratie, pour la participation, mais c'est vrai que si on dit aux gens de participer puis qu'ils prennent du temps de leur vie pour faire ça, alors qu'ils doivent avoir des amis, s'occuper des enfants, avoir un travail, étudier, faire autre chose, puis que là, tout ce temps-là, cette énergie-là, on frappe un mur,
on se sent un peu démotivé, démobilisé. On se dit, mais à quoi ça sert? Puis on va se décourager. Puis c'est un des risques de ce que j'appelle la participation triviale, c'est-à-dire la participation qui sert à rien. On va dire, hey, on va les faire voter les gens sur la couleur des bancs de parc. Puis là, c'est le fun. Mais si les gens disent, OK, mais là, je ne vais pas prendre tout mon temps pour m'investir, si ça n'a pas d'impact direct sur ma vie, et si je ne suis pas capable de faire une différence, je vais me sentir un peu dépossédé de ma capacité d'action. Je vais me sentir aliéné par rapport au système politique qui a l'air loin de moi. Fait que ça, c'est un problème. Mais je dirais qu'après ça, pour participer, ça en dépend, c'est où est-ce qu'on participe puis comment on le fait. Parce qu'on peut participer dans de la participation publique, donc dans des instances officielles pour les citoyens. On peut participer en se présentant en politique municipale directement, en amenant des idées. Puis ça, c'est une forme de participation citoyenne où on diffuse des idées. On peut participer dans des ruelles vertes, on peut faire des initiatives citoyennes locales, on peut participer parce qu'on écrit des lettres ouvertes, puis on commande sur les médias sociaux, puis on essaie de créer un mouvement citoyen pour bloquer un projet qu'on juge absurde ou inapproprié. Toutes ces mobilisations sociales citoyennes, ces luttes urbaines, ça, c'est des formes de participation, puis c'est souvent dans ces espaces-là qu'on sent qu'on a un poids ou qu'on a un impact. C'est à plusieurs, en fait, qu'on arrive à faire le poids aussi. Oui, c'est l'action collective qui est vraiment le cœur de la participation. Alors que quand on se confronte à cet appareil municipal, appareil, c'est comme une chose, un système un peu mécanique ou lourd, c'est là qu'on sent une friction puis c'est difficile. Mais je dis, c'est pas impossible, mais il faut qu'on soit beaucoup de personnes pour avoir un poids sur cet appareil municipal. Ouais. Puis comment est-ce que, si on parle là, à les citoyens et citoyennes de Montréal en ce moment, comment est-ce que c'est possible de s'impliquer en ce moment à Montréal, puis comment est-ce qu'on peut décider de prendre des initiatives collectives, puis d'encourager les gens qui nous proches à s'impliquer avec nous? Okay. Qu'est-ce que tu proposerais? Je dirais que c'est ça, c'est de voir c'est quoi les lieux d'implication, les espaces. Donc, si, par exemple, vous êtes quelqu'un qui aimait l'agriculture urbaine, allez voir des groupes qui participent à ça, puis ils vont souvent se confronter ou discuter ou collaborer, créer des partenariats avec les pouvoirs publics ou avec des groupes communautaires pour faire des projets. Donc, on a, je dirais, l'approche par projet. On va faire un projet citoyen, une initiative, puis il y a des choses dans la ville qui rendent possible ça. Donc, la ville, c'est pas juste un frein ou quelque chose qui nous bloque, c'est quelque chose aussi qui peut permettre assez de soutenir ce que les gens font. Par exemple, moi, je vis dans Villeray actuellement, il y a une ruelle verte, et là, on est dans la phase 2 du projet, puis là, on peut soumettre des projets puis dire, bon, on va vous donner 10 000 pour faire ça, puis c'est vous qui décidez. Fait que moi, je peux m'approprier ma ruelle verte, puis la ville va être un support pour faire ça. Fait que ça, c'est chouette. Donc, il y a comme cette forme-là d'action citoyenne. Autre chose, si on a un enjeu qu'on vit de la pauvreté, de l'exclusion, la question du logement, spéculation immobilière, là, il y a des marches, il y a des actions publiques, il y a des gens même qui essaient de s'organiser pour, en fait, dans des blocs, donc dans des grands blocs d'appartements. Ils se disent, on va aller voir les gens, on cogne à leur porte, on dit, c'est quoi vos enjeux? Est-ce que vous vous sentez un peu pas écouté par votre propriétaire, vous êtes menacé d'expulsion et autre chose, puis on va s'organiser ensemble. Donc, toute cette lutte citoyenne-là, l'approche un peu plus activiste, militante, tu as plein d'enjeux dans la ville contre la brutalité policière, entre autres, sur la question de l'écologie, sur la question du logement, comme je l'ai dit. Il y a ces formes-là d'engagement citoyen qui vont parfois plus dans un aspect de contestation, de protestation, mais qui peut avoir un poids parce qu'on fait pression sur les élus. Puis parfois, les élus écoutent aussi. Parfois, ils vont se foutre de ce qu'on dit. Des fois, ils vont vraiment être là, puis ils vont changer de décision en fonction de la mobilisation. Puis, comme je l'ai dit plus tôt, les budgets participatifs, la participation publique officielle, il y a différents organes dans la ville qui sont des lieux qu'on peut mobiliser. Parfois, ça fait une différence, parfois non. Puis là, il faut juger au cas par cas comment on peut faire une différence. Puis aussi, quand j'entends démocratie participative, là, je pense que la première chose qui m'a un peu intriguée, c'est que je me disais que les gens qui ont le temps de participer, les gens qui ont le temps de s'impliquer, les gens qui prennent le temps aussi d'aller chercher cette information-là sur comment s'impliquer puis comment faire une différence au sein de la ville, c'est beaucoup des gens aussi qui sont d'une classe peut-être plus aisée, pas tous, mais des gens qui ont le temps, en fait, qui ont un... Parce que c'est ça que je dis, quand tu n'arrives pas à... Tu sais, tu as de la difficulté à payer toutes tes dépenses, puis arrive au bout du mois, il y a un stress qui vient que tu n'as pas le temps de t'impliquer, tu n'as pas comme la motivation non plus. Donc, j'ai l'impression que cette démocratie participative-là, finalement, elle représente pas tant une démocratie parce qu'elle n'est pas applicable à tout le monde. Et je dirais, oui, c'est extrêmement important de ne pas considérer la démocratie participative de façon isolée comme si c'était la seule ou la vraie forme de démocratie.
C'est vrai qu'il y a des inégalités en termes d'accès à la participation, puis même dans les lieux, une fois que les gens participent, dans les discussions, on peut avoir des systèmes informels. On ne se sent pas écouté, entendu. On sent que les gens viennent d'un autre milieu social. Les choses qu'on dit ne sont pas reconnues comme étant des choses qui ont du sens, qui sont valides. Fait que là, on se sent exclu. Donc, il y a des contraintes de temps, des contraintes économiques qui font que les gens participent moins. Des fois parce qu'ils n'ont pas accès à l'information, parce que par habitude ou habitus de classe, comme disait Pierre Bourdieu, on n'est pas orienté vers une action citoyenne politique qui est engagée. Une fois qu'on a dit ça, je pense que la démocratie participative, c'est pas un bloc figé, ça doit être une démocratie inclusive. Donc, on doit amener des éléments pour lever les barrières à la participation citoyenne. Puis aussi, il faut voir où sont les gens qui participent ou qui ne participent pas. Puis parfois, on dit « Hey, ils ne seront pas là. » On va voir le budget participatif. On dit « C'est très blanc, c'est très classe moyenne aisée, éduquée. » Mais on va voir à côté, puis il y a des groupes communautaires, il y a des gens qui font des projets dans des parcs. Mais là, c'est des gens des classes populaires, des gens de plein milieu socioculturel ou des groupes des communautés culturelles, ethniques ou autres. Puis les gens participent, en fait. Mais c'est juste qu'on ne regarde pas à la bonne place. On va juger ce qui est de la bonne participation ici, alors que la participation se fait ailleurs aussi. Puis si on juge dans nos milieux, des groupes communautaires sont confrontés à ça, comment on fait participer les gens? Ça ne va pas venir tout seul. C'est pas en disant hey, on fait la démocratie participative, on fait une assemblée, c'est ouvert à tous. Ça, c'est le premier niveau, c'est la première étape, mais même si c'est ouvert à tous, il va y avoir un processus d'auto-sélection des gens qui ont envie d'aller là, puis les gens qui ne viendront pas vont être absents. Donc, il faut qu'on fasse de l'organisation communautaire, la mobilisation, recrutement ciblé, tisser différentes alliances avec les gens là où ils se trouvent. Donc, au lieu de dire aux gens, venez voir ici dans notre instance, c'est plutôt parfois aux gens qui ont envie de participer davantage à aller se déplacer où les gens sont aussi. Puis, un truc que j'ai observé, parce que j'ai, dans le nouveau livre que j'ai co-dirigé, mais en fait que j'ai dirigé avec beaucoup d'auteurs, d'autrices différentes, Montréal en chantier, j'ai un texte que j'ai écrit avec Sophie Elias Pinsonneau, puis on a étudié des budgets participatifs à Montréal. Et on s'est rendu compte qu'un des défis, c'était le faible nombre de participants. On peut dire, bon, c'est une première édition, ça commence tranquillement, il y a des habitudes à faire. Puis, dans l'arrondissement de Hochelaga-Maisonneuve, puis je pense que c'était le quartier Mercier-Ouest, ils ont fait ça là. Ils ont fait beaucoup de promotions sur les médias sociaux, la communication publique, mais ils n'ont pas fait de mobilisation par les organismes communautaires. Puis là, ils ont fait une autre expérience de budget participatif dans l'arrondissement de Huntsic-Cartierville. Puis là, ils se sont d'emblée affiliés avec des groupes communautaires. Ils sont allés en faire un dans un centre de personnes âgées. Ils sont allés voir les jeunes. Donc, c'est ça, ces formes d'alliance-là, de synergie avec des groupes communautaires, comme tu le dis, c'est ça qui permet d'aller chercher les gens là où ils sont. Si on fait juste des belles campagnes de promotion sur les médias sociaux, on n'ira pas rejoindre le public qu'on cherche. Il faut vraiment se déplacer sur le terrain. Il y a plein de gens qui ne sont pas sur les médias sociaux. Il faut aller faire du porte-à-porte, aller voir les gens où ils sont. Des fois, les gens se sentent un peu dérangés, mais parfois, ils vont être heureux d'avoir un être humain qui leur parle puis qui leur pose des questions pour savoir comment ils voient le monde puis c'est quoi les enjeux qu'ils vivent dans leur milieu de vie aussi. Donc, Là, en ce moment, on est en crise du logement. C'est un sujet qui fait quand même la une des journaux et des médias. Par rapport à cet enjeu-là, puis comment toi, tu visualises la ville, comment est-ce que tu expliquerais cet enjeu-là plus simplement? Oui, mais c'est un énorme défi parce que c'est pas un enjeu qui est simple. Mais je pense qu'il y a des répercussions très simples et concrètes dans la vie des gens. Le fait que les loyers augmentent, que même les gens de classe moyenne sont plus capables d'acheter même une propriété alors que nos parents, il y a 10 ans, c'était beaucoup plus accessible. Ça devrait signer, en fait, ça devrait faire sonner des sons de cloche pour faire une différence parce que il y a le gouvernement actuellement qui nie qu'il y a une crise du logement. Même, je pense, je ne sais pas, l'administration municipale actuelle, ils disent oui, il y a une crise, il faut faire une chose, mais on n'est pas en train d'agir comme s'il y avait une crise. Et là, la crise du logement, c'est-à-dire, dans la trajectoire dans laquelle on est actuellement, bientôt, on va rattraper, en quelque sorte, ça s'appelle du rattrapage, les prix qui se trouvent dans la région de Vancouver, de Toronto. La ville ne sera plus abordable, c'est-à-dire que les gens vont devoir se déplacer progressivement, donc aller s'installer ailleurs, sur la rive nord, la rive sud de Montréal, autour. Ça va faire en sorte que si les gens qui veulent rester, ils vont devoir consacrer de plus en plus une part de leur revenu annuel pour payer leur taxe municipale, leur loyer et tout. Que c'était, je me rappelle plus trop, mais il me semble que c'était le tiers de ton revenu qui devait être consacré à ton logement pour que ce soit, pour que ça ait
budget sain. Ouais. Là, il y a une étude qui était sortie là-dessus il y a quelques Le années. 30 oui, je me souviens plus des chiffres exacts, puis je ne sais pas combien c'est rendu à l'heure actuelle, mais certaines villes du côté de l'Europe ou ailleurs, les gens paient 60 70 80 de leur revenu juste pour ça. Ça veut dire l'argent après qui te reste, tu peux couper dans la nourriture, dans les sorties, tu peux peut-être pas arriver, tu t'endettes. Puis actuellement, les salaires n'augmentent pas tant que ça. Donc, il y a comme vraiment un enjeu criant. Puis ça pose des enjeux. La crise du logement, c'est lié à la spéculation immobilière, qui est elle-même liée à la financiarisation de l'économie. Donc ça, c'est une chose. Ça monte jusqu'au fédéral, si je me trompe Jusqu'au pas. fédéral, mais c'est un enjeu mondial. C'est vraiment le capitalisme néolibéral mondialisé qui fait en sorte que de plus en plus, en fait, les banques qui donnent des hypothèques, par exemple, pour des gens, qui sont garanties par la SCHL, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, qui garantit le fait que si jamais la personne fait défaut, c'est cette entité fédérale qui va, en quelque sorte, aider les banques à ne pas essuyer les coûts qui seraient liés à ça. Et là, de plus en plus, les banques, ce qu'ils font, c'est qu'ils font ça avec l'hypothèque, mais ils les placent, ils font des titrisations, c'est-à-dire ils prennent ces hypothèques, ils les mettent sur les marchés financiers, puis ils les revendent par la suite. Donc, ça fait vraiment que c'est un mécanisme de spéculation. Puis les banques, actuellement, sont mortes de rire, en fait, parce qu'ils disent, bien, nous, on peut prendre ça, c'est des grands leviers de mobilisation de capital, ça augmente leurs profits, ils gagnent plusieurs milliards de profits par année. Et pendant ce temps-là, en fait, les individus aussi, de plus en plus, vu qu'il y a moins de sécurité sociale, les fonds de retraite, les fonds de pension que souvent nos parents, je dis ça, moi j'ai 35 ans, ont eu ou n'ont pas eu, ça devient de plus en plus rare pour les jeunes, en fait. Et là, on se dit, bien là, si je fais de l'argent, ça va être comme mon fonds de retraite plus tard, ça devient mon logement. Fait que tu considères ton logement comme une forme de petit refuge financier ou comme une forme de garantie pour nos vieux jours, pour pouvoir habiter plus tard ou le transmettre à mes enfants. Ou sinon, je le considère comme un levier d'investissement parce que je sais que les prix augmentent. Fait que je veux dire, bien, je vais acheter quelque chose, dans 5 ans, je vais revendre, ou même dans 1 an ou 2, je vais rénover la salle de bain, la cuisine. Ça va être un levier d'investissement, ça va devenir une marchandise que je peux revendre. Et là, il y a tout, en fait, une série de gens qui se mettent à acheter des maisons, non pas pour y habiter, mais juste pour être un levier d'investissement pour faire de l'argent par la suite. Donc, cette marchandisation-là du logement, ça contribue, entre autres, à la montée des prix. Donc, c'est un système qui est complexe. À la fois, on pourrait dire que c'est la faute des banques, mais c'est pas juste les banques, c'est les promoteurs financiers, c'est les gouvernements, c'est les institutions. Les villes elles-mêmes, leur principal revenu, c'est des taxes foncières. Donc, elles, s'il y a plus de logements qui se construisent, puis il y a plus d'unités de logement, puis plus de condos, puis ça vaut plus cher. De densité, par exemple, de gros bâtiments là, qui se construisent en ce moment avec énormément de condos à l'intérieur. C'est beaucoup plus rentable que... Oui, c'est ça. Puis la ville, si elle n'a pas d'autres sources de financement, puis que les autres niveaux de gouvernement ne l'aident pas, ou elle n'a pas d'autres capacités de taxer le revenu, de faire quelque chose, la ville a structurellement intérêt à ce que ça se développe plus. Donc, on peut dire que c'est la faute des villes, mais c'est pas les villes, parce que les villes, elles savent quand même que les gens habitent et tout ça. Donc, la ville est comme pris entre l'arbre et l'écorce, elle est comme pris dans des impératifs contradictoires. Puis après ça, c'est la faute de certains individus. Il y a des promoteurs immobiliers sans scrupules, on peut le voir dans certains quartiers de Montréal, au Myland, où il n'y a pas de régulation, par exemple, de bail pour les baux commerciaux, où là, on peut dire, je vais acheter quelque chose, puis du jour au lendemain, je double ou je triple le prix du loyer comme tel. Donc, des petits libraires, des petits cafés, ou ainsi de suite. Du jour au lendemain, ils n'ont plus la capacité de payer. Ils doivent fermer boutique, déménager, se trouver d'autres lieux. Donc, il y a vraiment une crise. Il n'y a pas assez de régulation de cette chose-là. Il n'y a pas de gel des loyers qui existe. C'est vraiment de la spéculation immobilière. Puis si on n'agit pas maintenant, on va être dans la merde. Mais on est déjà dans la merde et on va être encore plus dans la merde dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, si on bouge pas, en fait. J'aimerais amener un débat éthique entre le droit à la propriété puis le droit au logement, donc le droit à avoir un abri. Je trouve que c'est un débat qui revient beaucoup en ce moment parce que ce droit à la propriété va finir par empiéter un peu sur ce droit au logement. Puis je pense que c'est assez difficile aussi parce que c'est dans nos droits, c'est dans la Charte des droits et libertés, là, c'est des choses qui sont essentielles. Puis je trouve qu'ils viennent tellement se pousser l'un et l'autre que ça devient difficile de se faire une tête par rapport à ça parce que c'est deux choses qui sont comme établies dans notre société comme deux bases solides, puis c'est difficile d'y voir clair, je trouve. En fait, c'est une excellente question, puis je la reformulerais en disant que malheureusement, parce que je serais pour aussi le fait qu'il y ait un certain équilibre dans les différents droits, mais dans les faits, le droit au logement, je dirais, c'est un droit faible ou un droit mou, c'est un droit reconnu dans des chartes,
mais il n'y a pas de fondement légal, juridique, politique fort qui garantit ce droit-là. Donc, c'est plus une aspiration ou un idéal. Et il y a un certain penseur qui s'appelle Karl Marx qui disait, lorsqu'il y a deux droits qui sont jugés comme équivalents, qu'est-ce qui tranche? C'est le rapport de force. Et actuellement, le rapport de force, le droit qui est vraiment protégé par le gouvernement, l'État, par les entreprises, c'est le droit de propriété, qui est un droit absolu de disposer de certaines ressources parce qu'on est propriétaire. Puis qui s'incarne aussi par notre modèle socio-économique. Modèle socio-économique, c'est ça. Donc, il y a un système économique qui est aussi ancré dans notre culture, dans notre imaginaire, dans notre façon de percevoir notre rapport aux choses. Et ça fait en sorte que le droit de propriété est considéré comme quelque chose d'absolu, qu'on ne peut pas remettre en question, sinon, ben là, on va tomber dans d'autres sortes de régimes sociopolitiques, on va être devant l'inconnu, ça ne fonctionnera pas, la société va s'effondrer. Alors que dans la grande partie de l'histoire de l'humanité, en fait, le droit de propriété n'existait pas. Il y avait des droits d'usage, il y avait peut-être des formes de possession personnelle de certains biens. Il y avait la propriété terrienne, qui est une autre forme de droit féodal avec des droits de... Si on remonte, en fait, dans différentes sociétés, à différents moments de l'histoire, il y a plein de... On se rend compte que la question du droit, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et le droit de propriété lui-même, les juristes disent que, par exemple, c'est un assemblage d'un grand faisceau de droits différents. Dans le droit de propriété, tu peux dire qu'il y a un droit d'usage, droit de faire fructifier le bien pour faire de l'argent, et un droit aussi d'aliénation. Tu peux revendre ton bien si tu veux ou tu peux le détruire complètement. Donc, c'est vraiment, on va dire, usus, et le fructus et l'abusus. Donc, c'est les trois sous-parties, les trois composantes du droit de propriété. Mais elles sont prises ensemble. Donc, la personne qui a le droit de propriété peut faire ce qu'il veut avec la chose qu'il veut. Il peut la vendre, il peut la louer s'il veut, il peut décider de complètement détruire son bien aussi, dans les cadres de la loi. Puis, le droit de propriété n'est pas remis en question. Et je pense qu'une des pistes pour lutter pour le droit au logement, pour avoir une vie saine, pour démocratiser l'économie, c'est de dire, mais peut-être on pourrait envisager d'autres configurations du droit. Peut-être des droits d'usage qui priment sur le droit de propriété. Peut-être des droits qu'on pourrait dire, vous avez le droit d'avoir votre propriété individuelle, mais le sol appartient à tout le monde. C'est un sol, on pourrait dire, la propriété du sol serait municipalisée, nationalisée ou mise sous forme de fiducie d'utilité sociale, serait mise sous forme de fiducie foncière communautaire. Ça serait des biens communs. Donc, ce n'est pas incompatible avec le fait que vous pouvez avoir votre petite propriété, mais vous n'allez pas posséder la terre qui est en dessous. Donc, il y a toute une diversité de choses qu'on peut faire avec le droit. Puis actuellement, notre imaginaire est entièrement contraint, obsédé par le droit de propriété. Puis il faut qu'on remette ça en question, je crois. C'est vrai qu'on est comme très concentré sur ce droit de propriété, puis on réfléchit tout autour, mais finalement, il y a plein de façons de revoir ça. Puis, je trouvais aussi que dans des lieux, à Montréal, on a vu ça dans les dernières années, des terrains qui ont été pris par la ville, puis qui ont été dit, on va faire une consultation publique, justement, puis on va voir qu'est-ce que les citoyens veulent faire. Puis, je me demandais si c'est quelque chose qui est réalisable aussi avec des logements, parce qu'on n'a pas de contracteur public en ce moment, mais est-ce que c'est quelque chose qui est réalisable à long terme d'avoir des initiatives citoyennes qui veulent construire un logement sous forme de commun ou de copropriété qui partagent ensemble un milieu de vie, qui construisent ensemble, puis dans lequel il n'y a personne qui cherche à faire de l'argent, tout le monde cherche seulement à se loger puis à pouvoir subvenir à ses besoins de base. Oui, mais en fait, il y a plein de possibilités qui existent aussi déjà dans le monde actuel, mais on pourrait faire plus. Par exemple, c'est ça, il y a des réserves foncières municipales. On peut dire, bien, j'ai des terrains publics, j'ai des bâtiments. Peut-être qu'on pourrait partager leur usage ou les donner à des OBNL, à des coopératives pour qu'ils en fassent autre chose, pour construire du logement coopératif, des formes de cohabitat hybride, mixte, peut-être avec un peu de propriété privée, mais avec des trucs à but non lucratif aussi. Puis il y a d'autres aussi, il y a des sociétés, on pourrait dire paramunicipales, comme la Société d'habitation de l'Est de Montréal, qui a quand même une grosse réserve foncière avec plein de logements qu'ils ont construits, puis qui peut faire encore des choses. Donc, il y a comme différents leviers qu'on connaît peu souvent. Puis, il y a plein de coopératives d'habitation à l'heure actuelle à Montréal, puis je n'ai pas le nombre exact de combien il y en a. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que pour faire un projet tu veux créer une coop avec une gang d'amis, avant que ça se concrétise comme projet, ça prend de 7 à 8 ans en tout. Donc, c'est extrêmement long au niveau bureaucratique, mais tu peux y arriver. C'est très exigeant. Mais ça prend aussi des accords de la ville. Les accords, c'est ça. Il y a Il faut qu'on te donne un terrain. Puis, je pense que de plus en plus, ce que j'ai compris, c'est que c'est de plus en plus difficile puisque la ville veut construire
des bâtiments à haute densité, Ouais. donc des bâtiments avec plusieurs logements à l'intérieur qui se vendent plus cher, comme on voit beaucoup la construction en ce moment, là, les grands tours à condos. Donc, ça devient de plus en plus, il y a de plus en plus de freins, en fait, à réussir à prendre, à mettre en place ces projets-là, dans le fond. Mais c'est ça, il y a plein de barrières réglementaires, institutionnelles, juridiques qui mettent en quelque sorte les bâtons dans les roues des initiatives citoyennes qui pourraient faire une différence. C'est pas insurmontable, mais là, on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'enlève pas ces barrières-là ou qu'on ne facilite pas la vie pour développer des alternatives, alors que quand on veut construire de la propriété privée, oups, là, c'est comme la voie automatique, royale, c'est facile, vous avez du financement, de l'argent. Donc, il faudrait plutôt inverser, je pense, les choses pour permettre à des initiatives citoyennes de faire une différence. Puis les coopératives d'habitation, entre elles, souvent, une fois qu'elles se forment, leur tendance, c'est souvent de répondre aux besoins de leurs membres, ce qui est entièrement légitime et qui est vraiment presque inévitable parce que les gens vont vouloir s'occuper de leurs biens communs, vouloir le co-gérer ensemble. Mais souvent, c'est comme les biens communs se referment un peu sur eux-mêmes. Au lieu de dire, mais on dispose d'un certain levier, un fonds financier, on a des actifs, on pourrait se mettre ensemble avec d'autres coopératives de logement pour financer d'autres projets par la suite. Puis là, il y a comme des groupes comme à Montréal qui s'appellent UTIL, donc l'Unité de travail pour l'implantation du logement étudiant, qui est une organisation à but non lucratif, une entreprise d'économie sociale. Ce qu'ils développent, c'est du logement étudiant abordable à perpétuité sous forme de coopérative. Puis eux, ce qu'ils font, ils disent, on fait un projet, on est financé par une association étudiante, on a d'autres partenaires financiers. Et là, une fois que c'est créé, on crée de la richesse. Et avec cet argent-là, c'est pas pour enrichir des actionnaires, des propriétaires, on va le réinvestir dans d'autres projets de logement. Donc, on va retirer du logement qui pourrait être approprié par le privé pour le donner dans le secteur à but non lucratif, dans le secteur coopératif. Et on se sert des effets de levier des projets pour en créer d'autres par la suite. Donc, il faut comme un peu hacker la finance pour être capable de développer du non lucratif, du coopératif, des biens communs. Puis la ville, parfois, peut donner des subventions pour aider. Puis elle l'a fait, en fait, pour l'utile, mais elle pourrait faire beaucoup plus aussi. Donc, il y a toute une série d'innovations juridiques, réglementaires, institutionnelles qu'on peut faire pour faire une différence, pour enlever ces barrières réglementaires, un peu parfois stupides ou archaïques, qui bloquent des projets citoyens qui ont du bon sens, on pourrait dire. Je me dis aussi que des fois, je trouve qu'on n'adresse pas nécessairement les problèmes à la source. Tu sais, par exemple, la réglementation proposée par Denis Coderre, là, est-ce qu'on prend vraiment en considération tous les enjeux? Est-ce que c'est réellement le fait que les gens consomment après 8 heures dans le parc qui est problématique? Ou la problématique est plus du fait qu'il n'y a pas les dispositions qui sont mises aux mains de ces citoyens-là, citoyens et citoyennes, pour pouvoir prendre soin du parc et s'assurer de respecter les autres autour d'eux. Par exemple, il manque de poubelles, il manque de recyclage, il manque de toilettes. Il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de pancarte, par exemple, pour faire attention au bruit. Il y a pas de, on ne dit pas, ah, cette partie-ci du parc, par exemple, à cause qu'il y a une butte, ça fait moins de bruit, vous pouvez vous mettre ici quand c'est plus tard. Il y a pas de, on va tout de suite aller vers une réglementation beaucoup plus stricte à la place de essayer de trouver les sources du problème puis de faire une espèce de conciliation avec les citoyens. Mais je suis entièrement d'accord. C'est comme si on agit sur les symptômes plutôt que sur les causes du problème. Puis on dit, ah, il y a des débordements, des nuisances, mais même il n'y en a pas tant que ça. C'est juste un prétexte électoraliste et purement aller cibler des gens. Mais il peut y avoir quand même des usages dans le parc qui font en sorte qu'on doit apprendre à bien vivre dans les parcs, on apprendre à en prendre soin. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas toutes les infrastructures, les ressources, la connaissance qu'il faut pour bien en prendre soin. Puis juste en prenant l'exemple des toilettes. Donc, c'est un enjeu. On dit, bien là, les gens consomment, puis là, les gens vont aller faire leurs besoins dans des buissons, dans des ruelles. Mais là, au lieu de dire, bien, en fait, ça nous prend des toilettes, on dit, ah non, on va mettre un règlement pour arrêter que les gens boivent après 8 heures. Mais en fait... Puis on va fermer les toilettes après 8 heures. Puis on va fermer les toilettes après 8 heures. Mais en fait, c'est absolument absurde. Les toilettes, même, c'est un droit. On est des êtres biologiques, on a un système digestif et qu'on soit ailleurs, n'importe où, c'est absurde qu'on n'ait pas de toilettes dans plein d'endroits, dans plein d'espaces publics, dans plein de coins de rue, comme plusieurs villes. Je prends souvent le cas de l'Europe, en fait. Et en plus, souvent, les toilettes, c'est par des petits commerces dans des petits restaurants. On peut aller, mais là, avec le temps de la COVID, il y a beaucoup de petits commerces de proximité, de restaurants, que leurs toilettes sont fermées complètement. Donc, où tu veux aller si tu n'es pas chez toi. Donc, c'est complètement absurde. Puis, il y a en plus un privilège masculin dans la toilette qui fait que les hommes, eux, peuvent aller dans les buissons, y aller. Pour les femmes, en fait, c'est encore plus difficile, encore plus contraignant que pas accès à des toilettes. Puis, on peut dire, bon, ça coûte cher des toilettes, mais au lieu de construire des infrastructures sportives qui ne sont pas utilisées parfois, on pourrait décider de dire, bien, on met
des centaines de millions de dollars, en fait, dans les infrastructures de toilettes. Et ça crée des emplois. On va essayer d'en prendre soin, de les aménager, parce que c'est un droit humain fondamental de pouvoir aller aux Puis toilettes. même, tu parles des femmes et autres là, qui ont nécessité de plus se pencher, là, qui n'ont pas cette facilité-là. Même, on ne parle pas du contexte menstruel, où justement aussi, c'est une autre problématique qui vient pour les femmes, que c'est pas vraiment adapté là, de faire pipi dans une ruelle ou dans un buisson quand tu es menstruée. Là. Donc, c'est aussi une autre problématique. Là. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il faut qu'on pense la ville de façon générale, mais si on prend le cas ou la zone des parcs, on peut voir qui a accès au parc, qui en bénéficie, qui en peut faire usage, si on est vieux, si on est jeune, adolescent, adulte, si on est handicapé, si on est homme ou si on est femme, si on est une personne blanche ou une personne de couleur ou noire, puis il y a des flics qui passent dans les parcs pour appliquer des règlements de sécurité, on a plus de chances d'être réprimé, harcelé ou brutalisé par les forces de l'ordre. Donc, notre expérience du parc ou de la ville n'est pas les mêmes en fonction de notre position sociale qui peut être multiple et différenciée. Mais c'est sûr que c'est une grande question, là, parce qu'il y a tellement, surtout dans une ville comme Montréal, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de personnes différentes qui y vivent. Puis si on rapporte ça autour de, justement, de l'expérience de la ville que les personnes, par exemple, les personnes racisées vivent, il y a l'enjeu de la police qui est vraiment beaucoup sorti dans la dernière année. Mais j'ai l'impression qu'on n'avance pas sur ce sujet-là. C'est beaucoup critiqué, mais il y a toujours des événements. Ça continue d'arriver des événements où tout le monde est bousculé puis personne ne comprend, mais il n'y a pas de mesures qui sont mises en place pour parvenir à solutionner ce problème-là qui est flagrant puis qui fait en sorte que c'est tellement triste et dommage qu'il y a certaines personnes qui se promènent en ville puis qui ne se sentent pas en sécurité, alors que d'autres, oui. Ouais, le fait d'avoir simplement peur d'habiter la ville, ça devrait allumer quelque chose en nous en disant « mais c'est pas normal, c'est pas sain que certaines personnes disent « mais je me sens pas en sécurité à cause de qui je suis ». Donc c'est complètement, c'est inhumain, c'est une oppression, c'est un sentiment qu'on n'est pas libre de pouvoir habiter la ville comme on peut pour aller voir des gens, rencontrer, aller travailler, aller juste profiter de l'air, prendre une marche à l'extérieur pour prendre l'air. Donc ça, vraiment, il faut prendre ça en considération. Puis après, maintenant, c'est là, voir comment on fait pour changer les choses. Puis là, c'est la grande question, les défis. Il faut identifier c'est quoi les différents obstacles, les problèmes, puis quelles sont les réformes qu'on doit amener. Puis une fois qu'on a identifié les réformes, comment on va les mettre en place? Parce qu'il y a des gens, il y a des groupes sociaux, il y a des institutions, des organisations qui ont intérêt à ce que les choses ne changent pas. Puis c'est un peu... moi, je suis pour la démocratie, la participation, la discussion comme premier niveau d'intervention pour faire une différence. Mais parfois, il y a des choses dans la société, il y a des antagonismes, des rapports de pouvoir, des rapports d'oppression, il faut les nommer, qui font en sorte que certains groupes vont tout faire pour ne pas changer, puis ça va nuire à d'autres groupes parce qu'eux bénéficient de la configuration sociale en place. Et là, on va devoir se dire, bien, comment on fait pour s'y prendre, pour augmenter le rapport de force ou le rapport de pression, pour faire changer les imaginaires puis convaincre des gens qu'il faut que des choses changent. Et si, par exemple, on dit, moi, je prends comme exemple, par exemple, les forces de l'ordre, je pense que dans une ville, minimalement, il faut qu'il y ait quelques policiers au moins, parce qu'il y a des enjeux qui sont liés à la sécurité publique, mais avec toutes les ressources qu'on consacre pour les corps policiers, alors qu'on pourrait en donner une bonne partie pour des groupes communautaires, pour réduire les inégalités en amont. La plupart des gens qui se font tuer par les forces de l'ordre, c'est des gens avec des problèmes de santé mentale, de consommation de drogue, ou des personnes de couleur de façon arbitraire, pas juste parce qu'on les a entraînés à cibler des gens qui étaient noirs, entre autres. Il faut dire, mais au lieu de prendre cet argent-là, on va le mettre ailleurs. Mais si on fait ça, il y a des forces de l'ordre qui vont dire, bien là, c'est absurde, on va se battre contre ça. Puis ils vont s'opposer à toute réforme substantielle, radicale, et on doit voir comment on fait stratégiquement, comme mouvement citoyen, comme élus municipaux, comme fonctionnaires, pour dire, bien, tu sais, il faut que les choses changent, et si on ne veut pas que ce soit un changement superficiel, il y a des gens qui vont perdre au canche. On va couper vos budgets, puis on ne va pas les couper entièrement, mais on va réattribuer des ressources parce que c'est plus équitable, ça va être plus utile socialement ailleurs. Mais ça va soulever des débats, des conflits, une discussion, entre autres. Et il faut qu'on soit prêt à assumer la conflictualité qui vient avec la démocratie. Ce qu'on a peur, je pense, au Québec, entre autres, assurer qu'on doit peut-être un peu déranger. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument fâcher les gens de façon purement gratuite. C'est agir pour faire une différence, pour amener plus de démocratie, mais parfois amener plus de démocratie, ça va impliquer d'empiéter sur certains intérêts établis, puis on va devoir se battre contre des joueurs puissants aussi.
Mais pour aussi nourrir cette démocratie participative-là, je pense que ça vient beaucoup avec un besoin d'information. Là. On est dans une ère de grande désinformation, puis c'est super problématique. Puis j'ai l'impression que l'information est de plus en plus soit biaisée ou soit de plus en plus difficile pour y avoir accès. Donc, comment est-ce qu'on en vient à prendre des choix éclairés puis à bien comprendre un enjeu complet? En fait, c'est ça, c'est la grande question de l'époque. Puis, comme on dit, les gens manquent d'informations. En fait, on a trop d'informations. En fait, on vit une surcharge informationnelle qui fait en sorte que, entre autres avec les médias sociaux, mais ça existait avant, mais ça a été amplifié, on a une circulation de l'information qui va de plus en plus vite. Donc, les bonnes informations vont plus vite, plus de gens ont accès, mais les mauvaises informations, les informations faussées, les opinions approximatives ou des fausses nouvelles, les théories du complot, se propagent aussi vite, même plus vite, sont plus virales, entre autres sur les médias sociaux, que des faits ou des analyses longues, parce qu'on se dit, bien, pour pouvoir avoir une information puis comprendre un enjeu, ça prend du temps, il faut des analyses profondes. Mais avec nos fils d'actualité, nos petits appareils, comment est-ce qu'on consomme l'information, vu qu'il y en a trop, on se met, en fait, de plus en plus à moins absorber des contenus. Donc, tout ça pour dire que les gens qui disent hey, pour l'environnement, il faut faire une différence, il faut sensibiliser, créer de l'information. On le sait depuis 30 ans, 40 ans qu'il faut qu'on change les choses au niveau environnemental. Il y a eu des campagnes de sensibilisation. Je ne dis pas qu'il faut arrêter, mais la sensibilisation, il n'y aura pas de prise de conscience qui va amener à une action. On a une mauvaise théorie de l'action qu'on pense qu'il faut qu'on change la conscience pour pouvoir agir par la suite. Actuellement, le problème, ce n'est pas qu'on manque de conscience environnementale, c'est que les gens ne croient pas qu'on peut agir. C'est le fait qu'ils ont conscience de ce qui se passe puis qu'ils sentent que les pouvoirs en face d'eux ou que leur habitude de vie ne change pas puis que personne n'est prêt à changer. En fait, les gens... Mais pourquoi moi, pourquoi si moi? les autres? Si les autres ne le font pas non plus. Ou même pourquoi nous, ensemble, si les gouvernements ne font pas puis ils vont financer des projets qui vont déconstruire tout ce qu'on fait depuis 10 ans en l'espace d'une seule décision. Donc, je pense en fait que le problème, c'est pas le manque d'information, c'est pas le manque de sensibilisation, c'est le passage à l'action qui bloque. Et je pense qu'il faut penser la participation d'un point de vue vraiment, c'est une action collective dans laquelle on va apprendre à résoudre des problèmes ensemble, aller chercher de l'information de façon active au lieu de recevoir ça de façon passive par les médias de masse ou par les médias sociaux. C'est-à-dire, si on veut voir comment est-ce qu'on habite dans un milieu, dans un quartier, c'est quoi les enjeux sociaux, on va aller chercher de l'information. Et là, on va essayer de se construire une tête, d'aller voir des gens puis de dire, bien là, on a un enjeu, on a un problème, puis on va agir sur le problème pour qu'on change. Donc, la théorie, l'action, la réflexion, faire une différence, on va aller chercher l'information qu'il nous faut, puis on va développer des solutions concrètes pour pouvoir amener des changements qui vont avoir un impact sur nos vies directement. Donc, il faut vraiment voir ça comme un processus de mobilisation, d'interaction, de compréhension du monde qui se fait par une action. Et c'est en agissant qu'on finit par comprendre. C'est pas en consommant de l'information. Puis moi, je pense que c'est ça qui manque. Les gens se sentent impuissants parce qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas agir. Mais si les gens agissent, ils vont sentir qu'ils peuvent comprendre, qu'ils peuvent s'approprier leur environnement et faire une différence par la suite. Mais il y a aussi un effet, justement, dans les villes, un effet de proximité, que c'est plus facile aussi de s'organiser ensemble. Il y a plein de choses qui font en sorte que c'est beaucoup plus facile de s'impliquer au municipal que ce l'est, par exemple, de s'impliquer dans les autres paliers gouvernementaux parce que l'information est plus proche. Il y a certaines choses qui sont mises à notre disposition qui sont dans nos milieux de vie. C'est des enjeux qui nous concernent tous les jours. Fait que c'est sûr qu'il y a comme un avantage au municipal, mais est-ce que l'information pour pouvoir justement s'impliquer puis avoir accès à toutes les ressources qu'on a, parce qu'il y en a des ressources qui sont mises en place pour qu'on soit capable de s'impliquer, il faut juste que ça soit plus encouragé, je pense, puis que ce soit au niveau de l'éducation aussi, de savoir où sont ces ressources-là, comment on fait pour se mobiliser, comment on fait pour s'impliquer. Puis c'est ça aussi que je cherchais à savoir aujourd'hui avec toi, c'est quoi ces plateformes-là qu'on peut faire si on veut s'impliquer? C'est quoi les changements qui sont possibles de faire au municipal en s'impliquant? C'est qu'est-ce qu'on peut faire dans notre milieu de vie, en fait, pour réussir à changer les choses? Oui, mais en fait, c'est comme la base. Puis encore, je dirais, le problème, c'est pas le manque d'informations, c'est la surcharge d'informations, ce qui fait que pour savoir où agir, il faut qu'on parle avec des gens, puis on parle des gens dans notre milieu plus immédiat. Puis, de façon assez paradoxale, je suis d'accord avec la proximité qui permet, en théorie, de favoriser le lien social et l'action. Dans les faits, la densité des villes, puis le fait qu'on soit étranger, puis il y a tellement de choses, puis d'informations, puis de gens qu'on connaît, on ne peut pas, comme individu aussi, avoir des millions d'amis, sauf peut-être des gens qui sont surhumains, qui connaissent beaucoup de gens, puis qui se rappellent de tous leurs noms.
Ce qui fait que même on ne connaît pas souvent, on est en ville, on ne connaît pas notre voisin d'à côté, d'en bas, d'à côté. On a des liens sociaux faibles, en fait, entre nous. Un autre sujet, je pense que l'étalement urbain, c'est quelque chose qui fait partie de nos réalités en ce moment. Puis, je pense qu'on a la difficulté à comprendre c'est quoi les problématiques qui viennent avec ça. Il y a des problématiques écologiques, sociales. Est-ce que tu pourrais nous résumer rapidement qu'est-ce que c'est l'étalement urbain? L'étalement urbain, ça a été vraiment une dynamique sociale d'après-guerre avec une série de transformations suite à l'après-guerre, donc période de la Deuxième Guerre mondiale, est arrivée l'émergence de la société de consommation, la démocratisation de l'automobile, le fait que aussi, avant le système économique capitaliste, l'État finançait pas beaucoup. Il y avait des services publics de base, il n'intervenait pas beaucoup dans l'économie. Et à partir, en fait, suite à la crise financière de 1929, on remonte loin dans le temps, il y a eu différentes idées économiques, entre autres de John Maynard Keynes, qui a dit, en fait, pour stimuler la croissance économique, il faut que l'État intervienne, augmente le pouvoir d'achat. Puis, il y a certaines entreprises comme Ford, par exemple, qui se sont mis à dire, on va produire des automobiles en chaîne, mais on va donner des bons salaires pour les employés au lieu de donner des salaires de misère. Puis ça va permettre aux gens d'être plus riches, donc d'acheter les chars, les voitures qu'ils produisent, puis de faire rouler l'économie, d'augmenter la consommation. Et ça, cette configuration-là, au niveau de l'état de l'économie, les voitures qui arrivent, le béton, l'asphalte, et ainsi de suite, on s'est mis à construire, en fait, puis à dire, ah, bien là, on pourrait se développer. Donc, ça va plus être des petites villes où on va devoir se déplacer à pied ou à cheval ou avec des bicyclettes ou sinon prendre le train. On va prendre l'automobile et là, on va pouvoir construire en fonction de l'automobile. Donc là, c'est vraiment... C'était plus la ville... c'était plus l'automobile qui a dû se faire une place dans la ville, c'est plutôt l'automobile qui a structuré le modèle de développement, puis les villes ont dû être construites en fonction des automobiles. Puis là, il y a eu cette inversion-là qui fait en sorte que maintenant, quand les gens sont en ville, ils trouvent que c'est trop dense ou il y a des enjeux, ils disent, bien, moi, si je peux prendre mon véhicule puis aller m'installer à 10 km de mon lieu de travail ou à 50 km ou à 100 km, puis il y a des infrastructures qui se rendent jusque-là, mais là, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Donc, pour des raisons économiques aussi, de façon par cercle concentrique, on finit par s'installer ailleurs. Puis là, ce qu'on peut voir, encore avec la pandémie, avec la généralisation du télétravail, les gens se disent, hey, mais peut-être que durant la pandémie, je peux être à distance de chez moi. Peut-être qu'après la pandémie, peut-être on ne reviendra pas avec du 9 à 5 à tous les jours. Peut-être que je pourrais aller m'installer dans le bois, loin, puis je vais aller m'acheter une maison là-bas. Puis là, ce qu'on voit, en fait, je pense qu'il va y avoir une accélération de l'étalement urbain à cause du télétravail, puis à cause de la pandémie, puis le fait que les employeurs, de plus en plus, vont être tentés de dire, OK, vous allez pouvoir venir au bureau une fois par mois, une fois par semaine, 2 fois par semaine, mais après ça, vous pouvez habiter loin. Donc, j'ai l'impression que ça va avoir cet effet-là de dire qu'on ne sera plus obligé d'habiter proche de notre lieu de travail. Mais ça amène des enjeux parce que ça prend des ressources, des routes. L'entretien des routes, ça coûte des milliards, puis c'est pas si rentable que ça. Puis on paye tout collectivement pour assurer les infrastructures qui servent principalement aux chars, aux voitures, à l'industrie automobile, à l'industrie pétrolière, financière qui est derrière ça. Donc, c'est ça. C'est un enjeu qui est très complexe. Mais grosso modo, l'usage de l'automobile individuelle, ça a vraiment généralisé le modèle, la forme urbaine de cet étalement. Puis donc, la ville, il y a des pôles urbains, mais ça s'est vraiment dilué pour une genre agglomération de faible densité. Puis ça crée des problèmes. Il y a moins d'espace public. Les gens sont dans leur petite maison, dans leur bulle. Ça crée des enjeux au niveau social, économique, environnemental et autres. Puis, tu dirais qu'il y a beaucoup d'impacts négatifs là, à cet étalement urbain. Tu trouves que mettons, si on parle de plus l'écologie, à quel point est-ce que c'est néfaste côté écologique, l'étalement urbain? Je pense à différentes choses, comme on va devoir construire ailleurs aussi. Il y a les routes. Est-ce que tu as d'autres idées? Mais il y a, au niveau écologique, il y a l'empiètement sur, disons, sur les milieux humides, par exemple, sur des terres agricoles, empiètement sur différents territoires, on construit des routes, donc ça brise des écosystèmes parfois. Donc, on voit, par exemple, certaines grandes routes aussi, mais là, je pense qu'il faut avoir des routes pour aussi relier les villes entre elles, c'est normal. Mais plus qu'on s'étale, plus qu'il faut construire de routes. Les routes, ça prend beaucoup de ressources, donc ça prend du sable. Même le sable, ça a l'air illimité, mais c'est une ressource qui est non renouvelable. Puis là, il y a un enjeu même, est-ce qu'on va atteindre à un moment donné avec le développement de la planète qui se développe
à grande vitesse, est-ce qu'on va arriver à une pénurie de sable pour construire du ciment, des choses comme ça? Donc, il y a beaucoup de ressources. Ensuite, le fait qu'on soit loin de nos lieux de travail, ça augmente la dépendance à l'automobile. Et l'automobile, pour être produite, elle prend des ressources, elle consomme de l'essence. Puis l'essence, bien, c'est une ressource non renouvelable, ça produit des gaz à effet de serre. Puis là, on dit, bien, on va éventuellement, puis ce que je souhaite en fait, c'est qu'on remplace des voitures à essence par des voitures électriques, mais ça fait juste repousser le problème un peu plus longtemps parce que les voitures électriques, il faut qu'il y ait de l'électricité. Ici, on a l'hydroélectricité, mais beaucoup à travers le monde, on a besoin de centrales nucléaires, de charbon, de pétrole pour produire Puis même l'énergie. à ça, on s'entend que la production de la voiture est déjà une énorme empreinte écologique Exactement. au-delà du pétrole qu'elle consomme. Là. C'est ça. Donc, c'est juste de dire, mais si on veut dire, hey, on garde toute la forme urbaine, on fait juste changer les voitures à essence par des voitures électriques, puis on ne change rien, l'étalement urbain va continuer encore. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas la solution durable. Puis, à peu près tous les gens qui travaillent dans le milieu de la planification urbaine, l'aménagement du territoire, dans le milieu de l'écologie, de la géographie, de l'urbanisme, ils disent, en fait, où il faut agir, c'est comment est-ce qu'on configure nos villes. Il faut rapprocher le lieu de travail avec le lieu de vie. Il faut créer des espaces publics. Il faut augmenter le transport actif, collectif. Lorsque le transport collectif n'est pas possible, disons, dans des petits villages plus éloignés, peut-être qu'il y a des formes de covoiturage ou des systèmes hybrides, du transport interurbain qu'on pourrait favoriser pour limiter la dépendance à l'automobile. Donc, je dirais que c'est ça les enjeux au niveau de la biodiversité, la surexploitation des ressources, la production de gaz à effet de serre. Puis c'est des enjeux qui sont interreliés entre eux. Puis il faut prendre ça en considération pour comprendre l'impact environnemental de la forme de vie qu'implique l'automobile puis cet étalement urbain qui vient avec. Si on parle du côté environnemental des villes, qu'est-ce qui est le plus durable dans les villes? Qu'est-ce qui permet, en fait, de conserver une plus petite empreinte écologique en vivant dans une ville puis en encourageant justement les systèmes urbains? Mm-hmm. Oui, c'est une très bonne question. Je dirais qu'il y a plusieurs axes d'intervention. Je vois ça souvent par axe ou dire on peut agir à un niveau, mais ça ne sera pas assez. Il faut vraiment prendre en considération des sphères différentes. Il y a la question d'augmenter la biodiversité en ville, de préserver des espaces verts. On parle de verdissement beaucoup. Qu'est-ce que je veux dire? On plante des arbres. Au lieu de planter des arbres, on peut planter des arbres qui font pousser des fruits, des noix et autre chose aussi pour bénéficier à la sécurité alimentaire, entre autres, ou juste parce que c'est plus utile et tout. Donc, construire des parcs, protéger ces espaces verts qui existent déjà ou en créer des nouveaux. Donc, aussi, il y a le parc, par exemple, Frédéric Bach à Montréal, qui est énorme. C'est un projet de long terme. Il faut agir très tôt parce que l'appareil municipal, c'est long, c'est des larges processus. Et là, le fait de créer comme des anciens sites d'enfouissement qu'on peut retransformer en parc, ça, c'est un des exemples. Au-delà de ça, il y a, comme je l'ai dit, transport, donc la mobilité urbaine durable, avec l'idée que ça va impliquer de développer des transports collectifs, mais ce n'est pas juste le modèle de transport. Si on décide, par exemple, de faire de l'étalement urbain dans l'Est, dans l'Ouest de Montréal, on va créer, par exemple, le REM de l'Est, et là, ça va s'en aller loin pour des terres désaffectées, pour aller construire des petites Silicon Valley, puis là, on va construire des tours, mais là, ça va impliquer quand même des infrastructures. Puis là, on dit on va mettre des transports collectifs, mais on va développer. Donc, il ne faut pas penser le système de transport indépendamment de comment est-ce qu'on aménage le territoire, puis c'est quoi qu'on en fait. Donc, il y a cette dimension-là. Au niveau des différents bâtiments de la ville, il y a plein de bâtiments qui sont inutilisés à l'heure actuelle. Donc, on va dire, mais là, il y a une crise du logement, il y a des petites entreprises qui ne se trouvent pas de locaux, ça coûte trop cher. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un usage plus efficient de ces espaces vides, vacants, de ces friches qui existent aussi? Donc, il y a différentes choses. Puis les villes, en général, peuvent et sont déjà même souvent plus avant-garde que les autres niveaux de gouvernement parce que leur axe d'intervention, protéger les espaces, aménager le territoire, c'est le zonage, le fait de favoriser les transports actifs et collectifs, c'est vraiment ça qui se passe. Mm-hmm. Donc, il y a plein de leviers de compétences, d'intervention que la ville dispose déjà pour faire une différence au niveau environnemental. Donc, c'est une question complexe. Il faut des plans de transition du climat. Il y en a un, par exemple, pour la Ville de Montréal qui s'est engagée récemment à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Pour moi, ce n'est pas dans la bonne direction, mais 2050, la planète va être grillée d'ici là. Donc, il faut être encore plus ambitieux et tout ça. Donc, ce n'est pas dans la bonne direction, mais il faut dire, non, il faut la carboneutralité le plus tôt possible, puis l'urgence climatique est là, puis il faut qu'on mette les bouchées doubles. Donc, je dirais qu'il y a des choses à faire, mais on ne va pas assez loin encore. Mm-hmm. Tu parlais de parcs tantôt. Je pense que c'est un enjeu qui est beaucoup revenu aussi, les parcs, avec la pandémie puis l'utilisation qu'on en fait. C'est un milieu commun. C'est un endroit que tout le monde profite. Puis, de plus en plus, on va tenter de réglementer aussi l'utilisation qu'en font les gens de cet espace commun-là.
Notamment, là, on peut passer à Denis Coderre aussi qui a dit qu'elle allait dire qu'après 8 heures, c'était terminé l'alcool dans les parcs, bouffe, pas bouffe. Je me demande comment est-ce que nous, on dit qu'on vit cet espace. C'est un milieu de vie, c'est un milieu qu'on occupe, c'est un espace commun, c'est un espace public qui nous appartient à tous. C'est quoi l'enjeu éthique de réglementer davantage l'occupation puis l'usage qu'en font les citoyens et citoyennes des villes? Mm-hmm. Mais je dirais que les parcs, ce qui était le cas avant la pandémie, mais là, c'est encore plus visible que c'est des milieux de vie, des espaces publics habités, partagés. Il y a des gens qui vont là pour se relaxer, pour lire, pour faire l'activité physique, pour rencontrer des gens. Et compte tenu que tout est confiné puis rien n'était ouvert, aussitôt que là, l'hiver, même pendant l'hiver, il y a des gens qui font des activités sportives dans les parcs. C'est le lieu où on peut se rencontrer, se voir, faire des choses. On n'est pas obligé de consommer de l'alcool tout le temps. On peut juste se voir, prendre un lunch et faire autre chose. Mais c'est un lieu public qui est habité par des gens. Puis je pense que si on conçoit les parcs comme des biens communs, ça doit appartenir à ceux et celles qui en font usage. Et là, l'enjeu, je pense, c'est qu'on se met à se dire il y a des conflits d'usage, il y a des gens qui font des débordements, ou ainsi de suite, au lieu de passer par une discussion sur comment on prend soin de nos parcs. On se met à avoir une réglementation autoritaire, paternaliste, qui essaie en quelque sorte d'inculquer, de dire « Ah, moi, je vais définir comment c'est quoi un bon usage du parc ». Mais pourquoi est-ce que ça serait un seul politicien en campagne électorale qui dit « Après 8 heures, c'est ça la règle, c'est comme ça qu'on vit bien dans un parc parce que c'est la bonne chose à faire ». Je pense qu'il y a une vision autoritaire, en fait, de l'espace public qui s'impose. Et depuis le début de la pandémie, ce qu'on voit à l'œuvre, c'est une rivalité entre pouvoir habiter librement l'espace et des pouvoirs qui cherchent à contrôler ce que les gens font. Donc, une volonté de contrôle, de réglementation, pour moi, qui nuit à la vie, à la spontanéité qui peut se passer dans les parcs. Donc, c'est un enjeu, en fait, de démocratie, de liberté de circulation, parce que plus qu'on met de règles, ce qui va arriver, c'est qu'on doit avoir des forces de l'ordre pour venir ça. Et là, il y a des flics qui se promènent dans les parcs, il y a des policiers qui sont souvent de bonne intention, qui sont là pour amadouer, mais est-ce qu'on va avoir constamment harcelé par des policiers quand on veut juste voir des gens et habiter nos parcs librement? Il y a une frustration qui se crée aussi là, récemment dans le parc Laurier. Là, j'y étais, puis il y a eu un débordement quand même là, par rapport à la COVID. Il y a des gens qui dansaient, mais la police est arrivée avec les grosses sirènes, tout le monde est parti, puis finalement, quand la police est partie, les gens criaient, là, ça se voyait qu'il y avait une frustration qui montait, puis il y avait, surtout suite à la pandémie, là, il y a quelque chose qui monte, puis à un moment donné, ça va éclater. Moi, je le sentais, là, j'avais l'impression que à un moment donné, la police va débarquer, puis ça va pas passer parce que les gens sont tannés, tu sais. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a parlé de plein de sujets super intéressants. Et je rappelle qu'il y a le livre que tu as écrit en 2017, « À nous la ville », chez Éco-Société, qui est super intéressant, qui explique un peu c'est quoi les idées de base là, que tu proposes. Puis, il y a aussi « Montréal en chantier » que tu as sorti en collaboration avec plusieurs autres auteurs qui vient juste de sortir en mai, je crois. Voilà, qui sont très intéressants à aller lire. Merci beaucoup pour l'invitation.